Un mal de tête, une courbature, hop, le réflexe est presque toujours le même, non? On file à l'armoire à pharmacie. Mais voilà, au moment d'avaler ce petit comprimé, est-ce qu'on se pose la question de ce qu'il fait vraiment? De ce qu'on demande à notre corps? Parce que derrière ces pilules qui nous semblent si banales, il y a toute une science fascinante. Alors c'est parti, on va décrypter ensemble ce qui se passe vraiment. Douleur, fièvre, inflammation, on a tendance à les voir comme les méchants de l'histoire, des choses à éliminer au plus vite. Et pourtant, en réalité, ce sont plutôt nos alliés. Il faut les imaginer comme le système d'alarme de notre corps. La douleur, elle signale une blessure. La fièvre, une infection. Ce sont juste des messagers qui nous préviennent que, attention, il y a un problème. Ce qui nous amène à la question cruciale. Quand on prend un antalgique, pour éteindre ces signaux, qu'est-ce qu'on fait exactement? Est-ce qu'on se contente de couper le son strident de l'alarme ou est-ce qu'on agit vraiment sur le départ de feu? Pour le savoir, il faut d'abord comprendre d'où vient ce fameux signal. Alors, ce système d'alarme du corps, la science des signaux. Ce signal, justement, il ne sort pas de nulle part, évidemment. Tout se joue à une échelle complètement invisible pour nous, au niveau moléculaire. C'est là qu'on trouve un système de communication interne qui est incroyablement sophistiqué. Et au cœur de ce système, il y a des molécules clés, les prostaglandines. Retenez bien ce nom. Ce sont elles, les fameuses messagères. Celles qui, dès qu'il y a une blessure, accourent sur place pour, en quelque sorte, crier « au feu » et alerter tout l'organisme. On le devine déjà, la plupart des antalgiques vont avoir une cible principale, faire taire ces messagères. Le mécanisme, en fait, est assez direct. Imaginez, il y a une agression, une blessure. Ça déclenche la production de prostaglandines. Ensuite, ces prostaglandines vont activer des récepteurs spécialisés, on les appelle les nocicepteurs. Eux, ils envoient un petit signal électrique qui remonte le long des nerfs, passe par la moelle épinière et file jusqu'au cerveau. Et c'est seulement là-haut, dans le centre de commandement, que ce signal est interprété comme douleur. Bon, on a la cible, ces fameuses prostaglandines. Maintenant, la question c'est avec quels outils on s'attaque à elles? Comment choisir le bon? Pour y voir plus clair, heureusement, il existe une sorte de guide, une classification très utile mise en place par l'OMS. C'est elle qui nous aide à organiser ce qu'on pourrait appeler notre boîte à outils dentalgique. Et cette échelle, elle est vraiment simple et logique. Il y a 3 paliers. Pour les douleurs qu'on qualifierait de légères à modérées, on commence avec le palier 1. Si ça ne suffit pas, on grimpe d'un cran, palier 2. Là, on combine souvent un médicament du palier 1 avec ce qu'on appelle un opioïde faible. Et enfin, pour les douleurs vraiment intenses, celles qui résistent, on a le palier 3, les opioïdes forts. Alors, allons-y logiquement. On commence par le bas de l'échelle, la première ligne de défense, le palier 1. Ce sont les non-opioïdes. C'est vraiment la base de la pyramide, là où on trouve les médicaments que tout le monde connaît, ceux qu'on trouve le plus souvent en vente libre à la pharmacie. Et dans cette catégorie, il y a 2 grandes stars. D'un côté, le paracétamol. De l'autre, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les fameuses AINS, comme l'ibuprofène ou l'aspirine. Et attention, leur différence est fondamentale. Le paracétamol, il est super efficace contre la douleur et la fièvre, mais il n'a aucune action sur l'inflammation. Zéro. Les AINS, eux, ils s'occupent des 3. Et ça, c'est vraiment le détail qui change tout pour choisir le bon outil au bon moment. Alors comment ils font, les ANS, pour combattre l'inflammation? En fait, ils bloquent des enzymes qu'on appelle les COX, pour cyclooxygénase. Sauf qu'il y a un petit piège. Il en existe 2 types. La COX-1, qui a un rôle super important, elle protège notre estomac, et la COX-2, qui, elle, est surtout impliquée dans l'inflammation. Le problème, c'est que les ANS classiques bloquent les 2. Du coup, oui, on soulage l'inflammation, mais on risque aussi de se retrouver avec des maux d'estomac. Ok, mais qu'est-ce qui se passe quand le paracétamol ou les AINS ne suffisent plus? Eh bien, on passe à l'étape supérieure. L'artillerie lourde, les opioïdes. Ce sont les paliers 2 et 3. Et là, attention, on change complètement de dimension. Le mécanisme d'action, la puissance, tout est différent. On parle de substances issues d'une plante qui a une histoire absolument légendaire. Cette plante, c'est le pavot. Et son jus, l'opium, est utilisé depuis des millénaires. Mais le grand tournant, c'est au 19e siècle. Là, la science fait un bond de géant et réussit à isoler les composés actifs de l'opium. D'abord, en 1803, la morphine, son nom vient de Morphée, le dieu grec des rêves, ça ne s'invente pas, et un peu plus tard, la codéine. Et c'est là qu'on touche à la différence fondamentale avec ce qu'on a vu avant. Les opioïdes, ils ne s'attaquent pas du tout aux prostaglandines, ces messagers locaux. Non, eux, ils agissent directement au centre de commandement, dans le cerveau et la moelle épinière. Autrement dit, ils ne coupent pas le fil du signal. Ils changent la façon dont le cerveau perçoit ce signal. C'est ça le secret de leur puissance. Mais voilà, une telle puissance, que ce soit celle des opioïdes ou même celle des antalgiques plus courants, ça vient avec une énorme responsabilité. C'est crucial de comprendre ça. Chaque outil dans notre boîte à pharmacie a son propre mode d'emploi, ses règles. Et les ignorer,
Ça peut avoir des conséquences vraiment, vraiment dramatiques. Prenons le paracétamol, le médicament le plus banal qui soit, en apparence. Il y a un chiffre, un seul, à graver dans sa mémoire. 3 grammes. 3 grammes, c'est la dose maximale par jour pour un adulte dans la majorité des situations. Dépasser ça, même d'un tout petit peu, c'est s'exposer à un risque qui est tout sauf anodin. Le message des autorités de santé est glacial. Un surdosage aigu de paracétamol peut provoquer une nécrose du foie. Et une nécrose fatale. Autrement dit, ça peut détruire le foie. C'est une toxicité qui n'est pas immédiate, elle est retardée, mais elle peut être mortelle. D'où l'importance absolue de toujours vérifier si d'autres médicaments que l'on prend ne contiennent pas eux aussi du paracétamol. Passons aux AINES. Là aussi, il y a une règle d'or, édictée par l'agence du médicament. C'est simple, la plus petite dose efficace pendant la durée la plus courte possible. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un traitement de fond. Absolument pas. C'est une solution pour un problème ponctuel, et ça doit le rester. Le plus court et le plus léger possible, c'est la clé pour limiter les risques. Et puis il y a les contre-indications, et là, elles sont nombreuses et non négociables. Règle numéro 1, ne jamais, au grand jamais, associer 2 ANS différents. Ça n'augmente pas l'efficacité, par contre, ça fait exploser les risques. Ensuite, à éviter absolument en cas d'antécédent d'ulcère d'estomac, d'insuffisance cardiaque ou rénale sévère. Et bien sûr, ils sont formellement contre-indiqués après le 6e mois de grossesse. Pour bien comprendre un danger plus subtil des opioïdes, un danger dont on parle moins, rien ne vaut un cas concret. Voici l'histoire. Un patient, 62 ans, va voir son médecin pour une toux. Il repart avec une prescription tout à fait standard de codéine, un opioïde considéré comme faible. Et là, c'est le drame. 4 jours plus tard à peine, cet homme est retrouvé dans le coma. Sa respiration est extrêmement lente, dangereusement lente. C'est ce qu'on appelle une dépression respiratoire. Il est en train de faire une surdose massive. Et pourtant, il a respecté à la lettre la dose prescrite. Alors, comment est-ce possible ? La réponse, elle ne se trouve pas dans la pilule, mais dans sa génétique. Il faut savoir une chose, la codéine en elle-même n'est pas vraiment active. C'est notre foie qui la transforme en morphine pour qu'elle agisse. Le problème, c'est que chez certaines personnes, à cause d'une petite variation génétique sur une enzyme, cette transformation se fait à toute vitesse, de façon explosive. Pour eux, une dose normale de codéine devient, en quelques heures, une dose massive et toxique de morphine. Alors ce cas est rare, heureusement, mais il est extrême. Mais au-delà de ça, tous les opioïdes partagent des effets secondaires qui, eux, sont très fréquents. On parle de constipation, de nausées, de vomissements, d'une somnolence importante et surtout, d'un risque très élevé de dépendance physique. C'est un point qui impose une vigilance de tous les instants, de la part du médecin comme du patient. Donc si on résume, le point vraiment crucial, c'est celui-ci. Les antalgiques sont des outils puissants, incroyablement performants. Mais ce ne sont pas des outils interchangeables. Chacun a sa fonction, son mécanisme et son mode d'emploi. Savoir si on a affaire à une douleur qui nécessite un anti-inflammatoire ou juste un antidouleur, c'est la toute première étape pour un usage qui soit non seulement efficace, mais avant tout un usage sûr. Et tout ça, finalement, ça nous ramène à notre toute première question. La douleur, la fièvre, ce sont des informations, des alarmes. Quand on prend un comprimé, est-ce qu'on gère l'alarme ou est-ce qu'on se contente de l'éteindre sans aller voir s'il y a le feu ? Ces médicaments sont là pour nous aider à contrôler le signal, bien sûr, mais ils ne doivent jamais nous faire oublier la raison d'être de ce signal, nous alerter. La vraie intelligence, face à la douleur, c'est peut-être ça, écouter le message et pas seulement vouloir à tout prix faire taire le messager.